La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Un séjour prolongé d'1 an au Japon, la découverte de leur spécialité phare, les Daifuku Mochi, la passion pour ces petites sucreries aux goûts et textures inhabituels pour nos palais français. Voici, très succinctement, le début de l'histoire d'amour entre Mathilda Mott et les mochi. De retour en France, pour continuer à déguster ces douceurs, Mathilda se lance dans leur confection. Très vite, elle publie un premier livre, Mochi Mochi, puis un second, Mochi. Et enfin, elle leur ouvre une boutique dédiée, la Maison du Mochi. Grand bonheur, même dans leur signification, les Daifuku Mochi ont un goût doux et sucré qui résonne parfaitement avec l'expérience de Mathilda. Au menu de cet épisode, que sont exactement les mochi? Quand et comment sont-ils consommés au Japon? L'histoire de Mathilda et sa rencontre avec ses douceurs, mais aussi comment créer un mochi. Est-ce qu'on peut envisager d'autres textures, d'autres saveurs? Et enfin, comment les déguster? Et si vous ne connaissez pas encore les mochi, vous devez absolument les tester. Bonne écoute! Bonjour Mathilda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? La tarte à la rhubarbe que ma mère préparait avec la rhubarbe de la maison. Elle était peut-être pas parfaite, mais il y avait le bon goût de la rhubarbe, bien acidulée parce que ma mère n'aime pas les desserts sucrés, trop sucrés disons. Et du coup, c'est vrai que je voyais directement le lien avec le potager et tout ça me plaisait beaucoup déjà à cet âge-là. Est-ce que tu as envisagé de faire un mochi à la rhubarbe? J'en ai déjà fait, évidemment. T'en as déjà fait? Ouais, et qui peut sucrer aussi, c'est l'avantage du mochi, c'est qu'on Ouais. n'a pas besoin de beaucoup sucrer pour que ça fonctionne. Et donc ouais, quand j'ai fait ce mochi à la rhubarbe, j'ai bien pensé à ce moment-là et j'ai fait attention de pas trop le sucrer. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? J'avoue que personnellement, j'ai rarement faim au moment du dessert. C'est vrai que la façon dont les Asiatiques mangent le sucré me convient davantage et je l'ai découvert quand j'ai vécu au Japon. C'est plutôt en encas. Du coup, moi, j'ai vaguement la place d'un tout petit bout de dessert, donc ce serait peut-être plus la formule café ou thé gourmand, quoi. Mais c'est vrai qu'un gros dessert, malheureusement, alors que j'adore ça, hein, mais c'est pas le moment pour moi après un repas. Donc c'est quoi ton moment préféré pour manger un dessert? Enfin, pour manger du sucré? Alors l'idéal, c'est 11h ou 18h pour moi. Et c'est souvent le moment où je prends un petit mochi. C'est parfait. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de la maison du mochi? Disons que la saveur qui évoque le plus pour moi le mochi, c'est la saveur traditionnelle qui est le haricot rouge et qui est très spécifique au Japon et que j'ai découverte là-bas et qui peut être tellement déstabilisant pour des papilles franco-françaises, mais que j'adore faire découvrir et que j'adore toujours autant déguster pour pour le goût et aussi pour l'histoire que ça raconte, c'est-à-dire l'épuration de la pâtisserie au maximum parce que c'est le goût du haricot nature sans mettre de goût en plus. Et puis le fait qu'on intègre aussi des légumineuses dans la pâtisserie, ça je trouve ça génial aussi. C'est vrai, et ça se fait de plus en plus pour le coup avec l'arrivée de la pâtisserie végétale. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais pour le coup, les desserts asiatiques sont un peu précurseurs Complètement, ouais. là-dessus. Du coup, donc t'as découvert le mochi quand t'es allée au Japon. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer pour peut-être les auditeurs et auditrices qui voient pas exactement? Bien sûr, et merci pour cette question parce que
c'est pas facile quand on s'y connaît pas bien de savoir ce que c'est parce qu'il y a plein de mots qui sont utilisés. En fait, le mochi, il faut savoir que c'est une très grande famille qui peut être une préparation sucrée comme salée. En fait, ça se définit comme une pâte à base de riz gluant. Donc, ça peut même pas forcément être sucré. Tu vois, au Nouvel An, on le prépare. Donc, on voit des vidéos et puis quand on est autour du Nouvel An au Japon, on voit des scènes de rue où il y a des types super costauds qui tapent dans des mortiers en bois une pâte qui est souvent blanche ou verte quand elle a été teinte avec des herbes comme de l'armoise. Et du coup, ça, c'est la pâte de riz gluant. C'est juste du riz gluant que l'on moue jusqu'à ce que ce soit une pâte plus ou moins lisse en fonction de ce qu'on veut. Et ça, moi, la première fois que je l'avais dégusté, c'était trempé dans de la sauce soja, donc c'était salé. Après, donc cette grande famille du mochi qui se définit comme une pâte de riz gluant à la base, elle peut se décliner en plutôt type pâtisserie. Et donc, il y a dans cette famille le Daifuku Mochi, dans laquelle la maison du mochi s'est spécialisée. Et c'est une boule de riz gluant fourrée d'une garniture qui est traditionnellement une crème de haricots. Mais voilà, il y a d'autres différentes sortes de douceur. J'utilise pas forcément le terme pâtisserie parce que c'est pas tout à fait adéquat, c'est entre la confiserie et la pâtisserie. Mais du coup, il y a aussi des dango qui sont des petites boulettes de mochi montées en brochette avec une sauce souvent sucrée salée. Et puis il y a aussi toutes sortes de différentes déclinaisons du daifuku mais qui ont un autre nom comme le sakura mochi, comme il y a aussi l'ohagi mochi qui est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la pâte de haricot est autour et le mochi est à l'intérieur. Voilà, il y a plein de sortes différentes de mochi à l'intérieur, voilà, de l'appellation mochi. Et c'est pour ça que c'est pas si simple, voilà, même pour moi d'expliquer. Parfois, il y a des personnes qui s'y connaissent, qui nous corrigent dans nos publications en disant attention, c'est pas mochi, c'est des daifuku. Mais nous aussi, on essaie de s'adapter pour pas trop compliquer. Mais quand on publie mochi, on utilise le terme mochi daifuku parce que voilà, c'est le type à l'intérieur du mochi. Et il faut savoir que daifuku, c'est sympathique, ça veut dire grand bonheur ou grande chance en japonais. Et du coup, c'est plutôt adapté pour offrir dans le cadre de grandes occasions ou pour féliciter d'une super nouvelle, porter chance pour un concours et autres. Voilà. Et pourquoi est-ce que toi, tu t'es spécialisée dans le Daifuku Mochi? Alors, tout simplement parce que c'est la sorte de mochi que je préfère et plus largement, c'est la pâtisserie japonaise que je préfère encore jusqu'à ce jour, même si j'aime bien en confectionner d'autres sortes. Mais j'avoue que en fait, c'est honnêtement dans dans toutes les aliments qui existent au monde, c'est le seul pour lequel j'ai eu un coup de foudre vraiment alimentaire. Quand je l'ai dégusté pour la première fois, c'était une impression dingue, quoi, avec cette douceur incarnée. C'est vrai, quand on mord dedans, on peut pas dire croquer parce que ça croque pas, mais quand on mord dedans, il y a une impression comme ça de réconfort, de moelleux, même de tendresse qui m'a complètement scotchée. À quel moment est-ce que tu l'as découvert exactement, toi? Comment Alors, ça s'est passé du coup, moi, j'ai été vivre 1 an au Japon et c'était pas du tout prévu. En fait, c'est mon mari qui a été envoyé. On était tout jeunes mariés. Il a été envoyé au Japon et du coup, moi, je l'ai accompagné pendant 1 an là-bas et je n'ai pas travaillé parce que j'ai pas réussi à trouver un travail. Je ne parlais pas japonais. Du coup, c'était très compliqué. Et donc, voilà, j'étais vraiment en mode oisive pendant 1 an. C'était génial à Tokyo. Et donc voilà, je découvrais, en gros, je faisais beaucoup ça. J'allais dans les magasins et j'achetais des trucs que je connaissais pas voilà, pour découvrir. Et je suis tombée comme ça un jour c'était un Ichigo Daifuku, donc un mochi fourré d'une fraise fraîche. Et je savais même pas si c'était sucré ou salé à l'époque. Je savais pas du tout parce que c'est vrai que ça ressemble pas à nos pâtisseries à nous, donc c'était difficile. La fraise était à l'intérieur, donc je la voyais pas. Et donc, c'est que de retour à la maison, quand j'ai mordu dedans, et d'ailleurs, on était 11 heures, c'était en fin de matinée, donc le moment parfait pour moi. Et ben, à ce moment-là, j'ai découvert que c'était sucré, j'ai découvert que c'était incroyablement moelleux, j'étais hyper intriguée par ce que c'était que cette crème rouge, et donc je me suis renseignée. Ensuite, j'ai appris toute l'histoire de cette pâtisserie. Et à quel moment est-ce que tu as commencé à en faire?
Très rapidement, en fait, j'apprenais le japonais tous les jours. J'avais des cours de japonais. Et donc, ma prof, c'était un des cours particuliers. Ma prof de japonais, j'ai découvert au bout de quelques mois qu'elle était très bonne cuisinière. Et du coup, nos cours de japonais se sont transformés assez rapidement en atelier de cuisine, apprentissage du japonais. Et la première chose qu'on a fabriquée, c'était des sakura mochi. Donc, ce sont c'est une sorte de daifuku mochi, donc toujours le principe de boule fourrée, mais enveloppé d'une feuille de cerisier saumurée. Donc il y a celui-ci, il me plaisait beaucoup par l'allure déjà, avec une feuille comme ça. Nous, on mange pas trop les feuilles en France, et ça aussi, c'est un des trucs qui me plaît beaucoup avec le Japon, c'est qu'on mange beaucoup plus de sortes de choses. Et donc voilà, on l'a préparé. D'ailleurs, c'était un peu la cata. C'était la première fois pour ma prof de japonais aussi, parce que enfin, c'est un peu comme les croissants, on en a partout à dispo, donc on va pas les fabriquer, sauf si on est très intéressé par, enfin, et puis on le fait une fois, on le fait pas tous les jours, quoi. Donc voilà comment ça s'était passé pour la première fois. Et après, à quel moment est-ce que tu as décidé d'y dédier une boutique en France? Alors ça a été beaucoup plus tard, peut-être 3 ans plus tard. Après, en fait, je suis partie vivre une année au Japon entre 2011 et 2012, et ensuite je suis revenue en France, et puis je me suis mise à travailler comme styliste culinaire, et j'ai publié un livre sur les mochis. Et en fait, à ce moment-là, le livre est sorti, et le lancement a pas été ouf, et je me souviens que mon éditrice Florence Lécuyer m'avait dit: Mathilda, ton livre il est super, mais en fait il marche pas très bien parce que personne connaît les mochis. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était hyper difficile de trouver des daifuku, de bons daifuku. Il y avait que des versions en mode industriel, plein de conservateurs, et qui avaient vraiment un goût affreux, beaucoup trop sucré, et le goût de conservateur très fort, un peu mentholé là, qui restait toute la journée dans la bouche. C'était vraiment mauvais. Et du coup, voilà, il y avait que ça. Et à ce moment-là, quand Florence m'a dit ça, ça a fait tilt, et je me suis dit, oh, c'est vrai que en fait, ça marcherait super bien, parce que en plus d'être délicieux, c'est végétal, c'est sans gluten, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et c'est vrai que de plus en plus, et c'est super, on se dit que ce serait bien que même les pâtisseries soient saines. Et donc, à partir de ce constat-là, je me souviens, on était à Saint-Malo en week-end en amoureux avec mon mari, qui est dans l'aventure Japon depuis tout le départ, et c'est même grâce à lui que voilà, j'étais au Japon. On s'est dit, c'est quand même trop bête. Et on a pris la décision que j'allais me lancer dedans. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Ça a commencé tout doucement. Donc Gustave, mon mari, a créé un site internet avec une boutique en ligne, et je l'ai lancé un beau matin d'octobre 2016. Et en sachant pas du tout si j'allais avoir des commandes en face. Et en fait, dès ce premier jour, on a eu 3 mois de liste d'attente, et puis voilà, Ah c'est ouais. comme ça que ça a commencé. Oui, parce que j'allais te dire, est-ce que c'était très courant? Enfin, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était, enfin, comme tu l'as dit, tu vois, très compliqué de trouver des mochis. Donc, est-ce que les gens ont facilement goûté, tu vois, et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vrai que ça, c'était un des freins, des premiers freins voilà, que j'avais identifié pour le développement de la maison du mochi, un des défis qu'il y avait. Après, eh bien, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'aussi, nous, enfin, j'ai fait en sorte d'en parler en prenant des marqueurs, notamment de l'univers pâtissier français, des goûts aussi, pour que ce soit pas juste bizarre pour le client, mais que voilà, par certains côtés, ce soit suffisamment rassuré pour commander. Mais j'ai jamais eu de problème finalement de commande, quoi. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas été très vite, parce que c'est vrai que tout de suite ouvrir une boutique de but en blanc, peut-être que ça aurait pas été une bonne idée, mais non, il n'y a jamais eu de problème de convaincre la clientèle, quoi. Il y a toujours eu des clients, disons. Et est-ce que, donc, tu disais que au départ, tu as fait quand même un travail de goût, enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as proposé des goûts un peu plus français, entre guillemets, enfin, parce que, tu vois, la pâte de haricots rouges, c'est vrai que c'est un peu moins connu. Enfin, c'est encore un, un autre pas, je pense, quand on connaît pas cette sucrerie. Comment est-ce que du coup combien de goûts t'as proposé au début? Qu'est-ce qui te les a inspirés? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on propose 8 goûts.
Mais quand j'ai créé la maison du mochi, j'en proposais 12, ce qui était totalement insoutenable en termes de rythme. Je m'en suis rendu compte rapidement. Mais c'est vrai que je proposais dès le départ soit des goûts traditionnels japonais, parce que c'est vrai une grosse partie de ma clientèle du départ connaissait les Daifuku Mochi et avait été au Japon, donc connaissait ces goûts-là et les recherchait. Dès le départ, le haricot rouge était évident. Et puis même en fait, quand les clients encore aujourd'hui qui n'ont jamais goûté un mochi viennent en boutique, ils prennent souvent le haricot rouge parce qu'ils veulent découvrir qu'est-ce que c'est vraiment un daifuku mochi. Donc c'est pour ça que dès le départ il y avait haricot rouge, mais c'est vrai que enfin, c'est comme encore aujourd'hui quand un client compose son coffret, il prend des parfums traditionnels pour découvrir et se remettre dans cette ambiance-là, et il prend aussi des goûts qui lui plaisent davantage. Donc, il y avait par exemple amande, noisette, citron, qui étaient plus rassurants, mettons, et qui étaient commandés en même temps que les goûts plus classiques japonais. Qu'est-ce que c'est les goûts classiques enfin, en tout cas, quand tu étais au Japon, lesquels mochi est-ce qu'on trouve le plus facilement? Alors, on trouve haricots rouges, haricots rouges, haricots rouges. Un peu matcha, et puis sinon, Ouais. moi j'en ai pas dégusté à d'autres parfums que ces deux-là, avec aussi la fraise fraîche et la feuille de cerisier, feuille de cerisier qui a un super goût qu'on n'utilise pas du tout assez en pâtisserie. C'est vraiment génial, c'est épicé, donc avec cette pointe salée parce que c'est saumuré. Mais, euh, mais c'est génial. Là, dans le mochi du mois d'avril, on le proposait, c'était avec Luna Création, donc qui est une boutique aussi en ligne de pâtisserie et végétale. On a travaillé sur un mochi à la noix de coco, amande et feuilles de cerisier. C'est génial parce que la feuille de cerisier apporte aussi des notes épicées, un peu de cannelle, un peu d'amande amère, et puis quelque chose de floral. C'est très très intéressant. Et donc en gros, c'est ces goûts-là que j'ai goûté au Japon principalement. Après, on a nous à notre carte de saveurs dites traditionnelles japonaises des saveurs que j'ai pas dégustées sous la forme de mochi, mais que j'ai dégustées là-bas. Donc c'est le yuzu, le sésame noir. Et puis parfois on propose au hojicha, qui est une saveur aussi le thé grillé très japonaise. On a évidemment à notre carte toujours le matcha, qui est peut-être la saveur avec l'haricot rouge le plus emblématique du Japon. Ouais, c'est clair. Et au Japon, est-ce que c'est dégusté à un certain moment ou est-ce que c'est comme ça dans la vie, enfin tu vois, n'importe quand, comme nous on mange des croissants justement? Oui, oui, c'est plutôt en cas de petit creux, quoi. C'est pas dégusté en dessert, justement, ou c'est dégusté l'après-midi, voilà, pour le goûter avec une boisson. C'est vrai que le grignotage est beaucoup plus pratiqué. Nous, on a une sorte d'opprobre à grignoter. Il y a le goûter de 4 heures des enfants, mais qui saute assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a ce rythme de 3 repas auquel il faut pas déroger parce que sinon, c'est un peu inquiétant. Mais en réalité, moi, je trouve que le grignotage aussi, c'est très sympa. Le tout, c'est d'avoir faim quand on mange. C'est super important et c'est ça qu'il faut respecter. C'était quoi le tout premier mochi que tu as créé? Tu vois, vraiment où c'est toi qui as imaginé les saveurs que tu allais mettre dedans? Alors le tout premier, c'est le premier que j'ai réalisé de retour en France, c'est mochi à l'amande. Et du coup, il est fourré, donc c'est un daifuku là encore, qui est fourré avec une pâte d'amande en fait. C'est une manière très simple de fabriquer des daifuku mochi à la maison. Tu mélanges donc de la poudre d'amande blanche avec de la purée d'amande complète, un peu de sucre et puis une pincée de sel et zou. Ça fait une super garniture pour un daifuku, et aujourd'hui encore, on le propose sous cette forme en boutique. C'est notre mochi à l'amande. Et le tout dernier, c'était lequel? Alors le tout dernier que j'ai créé personnellement, euh, je remonte. Donc là, le coco, c'était avec Luna. Le mois d'avant, on était. Le tout dernier, ce serait celui de décembre qui était avec les agrumes de Lemon Story. C'était avec, comment est-ce qu'il s'appelle cet agrume qui est super, qui était très intéressant, assez peu connu. C'est une petite clémentine. Alors attends, je te trouve le nom. Ah oui, oui, oui.
C'est très joli, et en plus, enfin, le zeste est en fait incroyable. Il est, très aromatique, et du coup, voilà, c'est calamansi. Oui, Calamansi et c'est pain ça. d'épices. Et c'est vrai que c'est une association que j'ai découverte quand grâce à Ophélie Barès, donc qui a créé pour nous un mochi glacé qui est griotte et cannelle. C'est l'association acidulé et épices, un peu épices de Noël. C'est vrai que je l'avais pas imaginé avant de la goûter, mais ça marche super bien. Je me demandais, tu vois, comme il y a quand même une base de riz gluant qui est quand même assez présente, Oui. à quel point est-ce que tu peux tester tous les goûts que tu veux? Est-ce qu'il y a des goûts, tu vois, où tu as testé et en fait ça marche pas du tout parce que, je sais pas, c'est trop doux ou ça se sent pas assez? Ou est-ce que au contraire, en fait, cette pâte de riz gluant, elle a pas forcément d'impact et en fait, tu peux faire autant de goûts que tu veux? Alors, elle a un impact parce que, en effet, moi, quand je crée une garniture à l'intérieur, je lui donne toujours plus de force. C'est-à-dire que quand on la goûte pure, elle doit sembler un peu trop forte, puisque l'enveloppe à base voilà, de mochi l'atténue. Après, il n'y a pas vraiment de parfum qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qui n'était pas compatible avec le mochi, parce que c'est quand même une saveur très douce. Donc non, non, ça va avec tout. C'est comme, mettons, oui, une pâte feuilletée, quoi. On voit pas trop avec quoi ça n'irait pas, finalement. C'est une base assez douce et neutre, qui peut s'associer à l'infini, quoi. D'accord. Très, très non, mais c'était vrai que je me demandais, tu vois, à quel point, en fait, tu libre, quoi, de faire un peu tout ce que tu veux. Et par contre, est-ce Non, que, super libre. donc tu disais qu'il y avait, alors je ne sais plus exactement le nom de ce mochi-là, mais du coup avec une fraise entière à l'intérieur. Est-ce que tu Oui. peux aussi jouer sur d'autres textures, dans le mochi ou est-ce que tu préfères rester sur, la version originale qui est du coup très, très, comment dire? Moelleuse, enfin Moelleuse, ouais. Disons que c'est possible d'ajouter d'autres textures. Par exemple, on ajoute de temps en temps, nous, des fruits à coque qu'on grille, voilà, qu'on manipule de différentes manières. Après, comme c'est humide, un mochi, c'est donc une pâtisserie qui est très fraîche. Il faut juste faire attention à tout ce qui est caramélisé parce que ça fond. Là encore, donc l'utilisation voilà de sucre, ça peut être un peu compliqué. Donc on peut pas mettre typiquement. On a fait un mochi pécan et vanille, qui est super. Toutefois, on pourrait pas mettre des pécans caramélisés à l'intérieur parce que là, avec l'humidité, eh bien, voilà, ça se mettrait à fondre et ça n'irait pas. Donc il y a ça. En effet, du coup, on peut pas mettre de pâte sablée forcément. Je pourrais pas faire un mochi rhubarbe avec la pâte sablée, ça ce serait pas possible. Après, on peut faire un dressage avec un daifuku mochi sur une pâte sablée que l'on pose. Là, ce serait possible. Nous, on le propose pas. Et il y aurait 10 000 choses à faire et ce serait voilà, c'est tout ce qu'on a exploré plus tard la maison du mochi. Parce qu'on a encore beaucoup à voir, mais c'est vrai que pour le moment, on essaie de déjà bien faire le job en faisant des bons daifuku mochi, en respectant le principal qui est ce moelleux, ouais. cette douceur et puis le goût, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais donc, en fait, si tu voulais ajouter plutôt des textures, il faudrait partir, enfin, faire comme un genre de dessert à l'assiette où le mochi est une des composantes et tu ajoutes d'autres textures à côté, quoi. Bah, ça dépend quelle texture, en effet. Mais voilà, tout ce qui craint l'humidité n'est pas compatible, en effet, puisque voilà, c'est très. On a nous donc un mochi quand même qui est croustillant, qui est le mochi à base, qui est mochi chocolat praliné au sarrasin, qui est croustillant. Et celui-ci, c'est possible d'intégrer cette texture parce que c'est une ganache à l'intérieur et pas une crème de haricot. Mais donc voilà, si on met une ganache, c'est faisable par exemple. Mm. Combien de types de crème est-ce que tu mets généralement à l'intérieur? Donc, tu as plutôt des pâtes, que ce soit la pâte de haricot, la pâte, enfin, une sorte de pâte d'amande, et après des ganaches. Mhm. Est-ce que tu as d'autres types de... D'intérieur. Euh, mais en dehors de la crème, de la base crème de haricot, ganache,
ou type pâte d'amande, j'en ai pas d'autres aujourd'hui. Non, non, c'est bien ça. Parfois, on mixe ganache et crème de haricots. C'est le cas du mochi du mois actuel, là, qu'on vient de lancer aujourd'hui. Lui, c'est un mochi donc, qui a été fait avec Jade Genin, donc la chocolatière. Et lui, il associe la crème de haricots que Jade adore travailler. J'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent, c'est un peu regardé avec tout au mieux de la méfiance par les pâtissiers, mais elle était super intéressée. Elle trouvait ça vraiment très bon, donc j'ai trouvé ça top de sa part parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile à appréhender et puis voilà, il faut aussi l'apprivoiser. Et donc elle a proposé cette recette avec du shirohan, du praliné et du chocolat au lait végétal, le tout ensemble, plus du thé au jasmin qui apporte quelque chose de très délicat et presque sensuel. C'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, tu fais beaucoup de co-création, presque. Oui, disons qu'on en fait peut-être 5 par an Ok. à peu près. Et c'est super intéressant de le faire parce que c'est un peu, je trouve, un des privilèges quand on crée son entreprise, c'est de aussi travailler avec des gens qu'on aime, parce qu'on travaille jamais seul. Et puis moi, une des choses que je préfère dans la vie, c'est de rencontrer des personnes qui m'intéressent. Et du coup, c'est vrai que je me prive pas de ce côté-là. D'un point de vue professionnel, je suis tellement, et puis c'est toujours l'occasion de découvrir, de redécouvrir le mochi aussi. C'est vraiment, il y a que des bonnes raisons de faire ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est super enrichissant parce que potentiellement, il y a des idées Carrément. auxquelles toi, tu pouvais pas avoir pensé. Enfin, comme Exactement. personne a la même sensibilité, c'est très, très chouette. Oui. Et donc tu disais que c'est très humide. Est-ce que, même si évidemment c'est pas du tout l'objectif et quand on en achète c'est pour les manger rapidement, mais généralement est-ce que tu peux quand même, est-ce que ça se conserve dans le temps? Enfin je sais pas, même si on en fait chez soi, est-ce que c'est... Alors en fait, ça peut se conserver. Nous, quand nos clients viennent en boutique, on leur dit qu'ils peuvent déguster leur mochi le jour même ou le lendemain ou plus tard. Et ça, c'est pour une histoire de moelleux de la pâte à mochi. Parce que c'est vrai que ce qu'on apprécie dans cette douceur, c'est le fait que ce soit très moelleux et avec le temps, l'enveloppe va se raidir. En plus, nous, on n'utilise pas de conservateur, donc là-dessus, on peut pas freiner cette évolution. Mais si vous les conservez à une température pas trop chaude, mais surtout pas au frigo parce que ça les durcit. Si mettons vous conservez dans une cave sous une cloche par exemple pour qu'il y ait moins d'échanges avec l'air et que ça durcisse pas là-dessus non plus, vous pouvez les conserver peut-être 3-4 jours. Mais en effet, il faut pas pousser plus que ça parce que je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'en laisser à l'air libre, évidemment, pour voir comment ça évolue. Donc, ça peut ne pas pourrir, mais ça devient moins intéressant puisque ça prend une texture plus dure, un peu gommeuse. Et là, on n'a plus le plaisir n'est plus le même. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas trop l'intérêt. Enfin, l'intérêt Bah du voilà, mochi, c'est pas c'est... pour ça qu'on déguste un mochi, quoi. Sinon, on déguste une gomme. c'est clair. Alors, donc tu le disais, tu as écrit 2 livres. Donc le premier c'est Mochi Mochi et le Oui, deuxième c'est Mochi au pluriel. mochi tout court. C'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon mochi? Quel est le secret de ce que toi, tu as pu apprendre? Alors, on pense forcément à une bonne pâte à mochi, évidemment, quand on dit mochi. Mais le premier truc qui fait un bon mochi, c'est plutôt l'intérieur, la garniture. Il faut que ce soit une crème avec une texture assez spécifique, qui soit moelleuse, mais pas trop liquide, pas trop dure. C'est-à-dire que, je m'explique, quand on mord dans un mochi, voilà, il faut que ça fasse cet effet de coussin moelleux. Si c'est trop liquide, bah, déjà le mochi il va s'aplatir, il n'aura pas une jolie forme dodue et quand en main, voilà, ça va faire un peu méduse et en bouche aussi, ça va pas être très agréable. S'il est trop dur, à l'inverse, ça va faire un peu bizarre, quoi, comme mordre un peu comme un gros rocher, mais du coup, il y aura pas ce côté moelleux apporté par la pâte. Donc, c'est vraiment ça qui fait en premier lieu un bon mochi. Et après, évidemment, mais c'est comme pour tout, c'est le goût. Que ce soit avec
un bon goût, affirmé mais pas trop, des bons ingrédients qui font que voilà, on se régale. Toi, est-ce que c'est compliqué à faire? Bah, disons que je pense qu'il y a peu de choses qui soient dans l'absolu compliquées à faire parce que voilà, après avoir été formé et avoir un coup de main, on y arrive assez facilement. Après, ça prend pas mal de temps parce que justement, on travaille avec des légumineuses et pour en faire un produit pâtissier, ben ça prend pas mal de temps. Ça prend le temps du trempage, d'une cuisson en plusieurs temps qui est assez poussée pour que ce soit très onctueux. Et puis après, il y a l'étape de confisage des haricots avec le sucre. Et enfin, pour apporter du goût, on utilise plein de techniques différentes en fonction de voilà de l'ingrédient qu'on utilise. Et là aussi, ça prend du temps en plus. Ceux qui prennent le plus de temps, c'est les mochis à base de fruits. Alors là, typiquement le yuzu citron, on utilise énormément de jus et zeste de citron frais. Ok. Et du coup, il faut en plus un bon bout de temps d'asséchage pour avoir la parfaite texture. Ok, mais du coup, c'est long, mais c'est pas forcément Oui. très compliqué en tant que tel dans le geste, etc., la technique. Bah, ça demande un coup de main, Ouais. heu, mais heu, mais c'est pas non plus extrêmement complexe. C'est moyen, mettons, peut-être, Ok. par rapport à d'autres, par rapport à d'autres, choses pâtissières. Mais ça demande quand même, ouais, ça demande quand même une certaine technique, quoi. Et toi d'ailleurs, est-ce que ça a été très long, enfin tu vois, ton à apprendre à vraiment bien le faire? Enfin, tu disais que tu avais fait ton premier cours avec ta professeure, de japonais. Est-ce que tu as fait beaucoup, tu vois, je sais pas, tu as fait avec, plusieurs autres, chefs, pâtissiers japonais et cetera pour apprendre? Est-ce que tu t'es entraînée à la maison? Comment? Alors moi, j'ai pas été formée, en dehors de ma prof de japonais avec qui, je l'ai fait en 1er, mais c'était une première fois pour elle aussi, donc voilà, on était toutes les 2 à tâtonner. J'ai pas été formée et au départ, c'était pas enfin quand j'étais au Japon, j'aurais jamais imaginé créer une maison du mochi, donc c'est pas ce que j'ai cherché. Et du coup, je me suis mise à en fabriquer pour moi-même et puis ensuite pour le livre. Et du coup, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai créé voilà un savoir-faire qui est un peu voilà comme la maison du mochi à mi-chemin entre France et Japon parce que j'ai créé de A à Z du coup les recettes. À partir du moment où j'ai créé la maison du mochi, j'ai essayé d'identifier le matériel avec lequel j'allais pouvoir travailler et du coup je crée les recettes en fonction aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une manière de faire qui ne ressemble qu'à nous et c'est vrai que nos recettes aussi sont secrètes pour ces raisons parce que c'est tout à fait spécial et donc en effet, c'est un travail un peu à l'aveugle pour imiter quelque chose que j'ai dégusté il y a des années de ça. Et encore aujourd'hui, on progresse en fait. Mais bon, ça, je pense que n'importe quel artisan dira la même chose que c'est l'histoire de toute façon de toute une vie et de multiples vies de s'améliorer toujours dans ce que l'on fait, quoi. C'est sûr. Et après, est-ce que, pour toi, enfin, si pour commencer à faire un mochi, est-ce que tu trouves qu'il y a une recette qui est plus simple, qu'une autre? Je sais pas, ouais, s'il y a Bah, des l'amande, ingrédients ouais, celui à l'amande, c'est vraiment le plus simple parce que c'est vrai que ce qu'il y a de qui peut être le plus décourageant, c'est fabriquer la crème de haricots à la maison. ouais. Donc, soit bon, on l'achète parce qu'on est à proximité d'une épicerie asiatique qui a de l'anko. Mais sinon, cette base pâte d'amande ou pâte de noisette ou ce que vous préférez. Là, nous, donc en avril dernier, c'était amandes, coco et puis feuilles de cerisier. Une base, voilà, de poudre de fruits à coque, pistache. C'est une bonne manière de commencer en douceur. Et puis c'est délicieux pour ceux qui aiment ces saveurs-là. En plus, il y a un côté donc un peu saveur du Moyen-Orient, donc Mmh. c'est intéressant à déguster. On a un peu les deux Orients qui se rencontrent, quoi, extrême et moyenne. Effectivement. Et comment est-ce que tu choisis, toi, les ingrédients pour tes prochains mochis? Qu'est-ce qui te les inspire justement? Est-ce que enfin, tu vois, là, tu disais, ça fait un petit peu Moyen-Orient. Est-ce que c'est ça, tu vois, tu essaies de te rapprocher, je sais pas, de saveurs un peu qu'on connaît? Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, tes prochaines créations? Euh,
Alors c'est beaucoup la saison évidemment. Là, je suis en train de travailler sur le mochi de juin et du coup, la première chose que je regarde, c'est quels sont les fruits de juin. Bon, je regarde plus parce que je sais maintenant. Et c'est vrai que pour moi, juin, c'est les cerises et je me rappelle de petite monter dans le cerisier et cueillir et m'en gaver avant que les oiseaux les attrapent toutes. Donc pour moi, juin, c'est cerises et c'est vrai que du coup, chaque année, on propose un mochi à la cerise et ce qui me plaît du coup, c'est de trouver des accords intéressants avec. Du coup, il y a avec la cerise la violette. Bon, c'est probablement ce qu'on va proposer en juin. C'est super intéressant et il y a vraiment un troisième goût qui se crée entre les deux et ça j'aime bien trouver cette alchimie quoi, qui fait qu'il y a quelque chose de supplémentaire. Mais aussi c'est sympa d'avoir un duo. Il y a la Reine des Prés avec laquelle je l'ai aussi déjà testé. C'est super intéressant. La Reine des Prés, ça apporte des petites notes d'amande. Voilà, ça arrondit l'acidité, c'est super intéressant. Et puis Ophélie, avec la cerise, m'avait proposé la cannelle, donc une cannelle spécifique Ophélie Barès. C'est une cannelle verum, donc qu'on achète chez Nomi Épices et qui est avec des notes d'agrumes, donc elle est super intéressante, alliée avec justement un fruit un peu acidulé. Voilà comment ça se passe au niveau de la création des parfums. C'est très aléatoire. Parfois aussi, j'ai envie d'imiter une pâtisserie que je connais, donc c'est vrai que par exemple, je l'ai jamais proposé parce qu'on avait proposé un mochi au café, mais qui marche pas très bien parce que c'est vrai que les clients à la maison du mochi, c'est plus des amateurs de thé et le mochi café ne fonctionne pas très bien, mais j'ai déjà fait plusieurs fois à la maison un mochi façon tiramisu, c'est très sympa. Mais donc c'est rigolo aussi de créer en essayant d'emprunter sur des classiques de la pâtisserie en faisant la version mochesque quoi. C'est sympa de travailler comme ça aussi. Ouais, c'est clair, c'est rigolo. Puis en plus, ça change. Enfin, c'est ça, en plus, ça change au niveau des textures quand même, quoi. C'est ça qui est chouette. Ouais, complètement. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts, que tu trouves qu'on donne pas assez? Tu vois, donc là, pour faire des mochis, quel est ton conseil? Le conseil, c'est d'essayer plein de trucs. Donc bon, je sais pas si tu vis à proximité d'un jardin ou pas, mais moi c'est un des trucs qui me plaît le plus et qui m'attire le plus en cuisine, c'est d'aller tout simplement dehors et de cueillir des plantes très ordinaires qui ont en fait beaucoup de parfums. Par exemple, nous, chaque année, on travaille l'armoise, qui est très ordinaire, qui pousse un peu partout en France. Sa cousine, l'armoise, au Japon, est très, très utilisée, alors que nous, en France, on la méconnaît. Et c'est chouette, ça apporte quelque chose de végétal, une saveur un peu médicinale, moi, que je trouve très sympa aussi pour apporter un peu de sophistication à quelque chose de fruité. Nous, par exemple, en juillet dernier, on proposait abricot armoise, c'est super sympa. Donc c'est peut-être ça le conseil pour faire quelque chose qui change, quoi. C'est d'aller cueillir d'essayer avec des plantes un peu médicinales qu'on relègue souvent aux infusions de mémé pour la santé. Non, ça peut être tellement intéressant dans une pâtisserie et ça apporte voilà un brin de sophistication et de la curiosité, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je trouve que ça change. Enfin, du coup, c'est souvent en plus les choses que t'as pas du tout l'habitude de voir dans la Mais pâtisserie carrément, c'est trop traditionnelle. sympa. De l'ortie, Ouais. typiquement aussi, c'est super chouette. Des épinards. Par exemple, dans mon livre Mochi, je propose une recette épinards sésame. Et donc, les épinards, ils sont juste blanchis et ensuite mixés et ajoutés à la pâte à mochi. Ok. C'est canon parce que c'est très vert et puis ça apporte, voilà, une petite saveur, une petite amertume, une petite saveur végétale qui va apporter du piquant au sésame qui est très rond et au sucre de l'ensemble. Et ça, est-ce que ça se considère dans la partie des mochis sucrés quand même ou de la partie plutôt mochi salé? Mochi sucré. Alors, c'est vrai que je ne fais pas de mochi salé. Ok, ok. C'est techniquement un peu plus compliqué parce que le sucre est important pour apporter du liant. C'est-à-dire qu'une pâte à mochi non sucrée, elle va se craqueler Ouais. assez vite. Ça va être difficile d'en faire quelque chose d'assez soyeux et qui englobe une garniture.
Après, on pourrait faire comme les macarons, c'est-à-dire Ouais. quelque chose de sucré-salé, ça ce serait possible. Et c'est vrai que par exemple, il y a un fromager qui, il y a quelques années, était venu en atelier chez moi parce qu'il voulait faire des mochis fourrés au fromage, type chèvre frais, par exemple. Ah, c'est rigolo ça. C'était rigolo comme idée. Mais disons que moi, je l'ai jamais fait personnellement parce que c'est vrai que je l'associe quand même à la petite douceur sucrée et je trouve qu'il y a déjà tellement à faire dans ce Ouais. domaine-là que voilà, je suis pas sur le mochi salé en ce moment. C'est clair, d'abord, faut épuiser les sources d'inspiration pour le sucré. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce conseil. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, si toi, t'étais un de tes mochis, tu serais lequel? Eh bien, je serais le mochi du mois qui change tous les mois parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a deux types de cuisiniers ou de cuisinières. Donc, il y a le type qui peaufine la recette parfaite. Il est à la recherche de la recette parfaite. Une fois qu'il l'a trouvée, il la garde religieusement. Il ne la change plus. Il fait toujours cette recette-là. Et il y a les cuisiniers qui savent pas refaire la même recette de la même Ouais. manière parce qu'ils ont toujours envie d'ajouter un petit truc. Et moi, je suis la deuxième catégorie. J'ai toujours envie de découvrir une nouvelle facette. Donc, c'est vrai que je suis le mochi du mois. Mais en second, je suis le mochi haricot rouge parce que c'est finalement quand même mon préféré, même si j'aime lui faire des infidélités parce que voilà, c'est la base. Et il est tellement charmant pour les raisons que j'ai évoquées en début de notre entretien. Et pour toi, c'est quoi le mochi parfait à déguster, tu vois, un samedi au soleil pour, heu, pour se détendre? Alors, un samedi au soleil, donc c'est plutôt, mettons, au printemps. Donc il faut l'accompagner d'un thé glacé et ce serait un mochi, euh, ouais, un mochi fruité. C'est vrai que là en mai, on va proposer aussi en mochi fruit les mochis à la fraise, Mmh. donc avec une fraise fraîche dedans. Et celui-là, il est quand même super sympa. Donc là aussi, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les fruits frais dedans et d'autres qui adorent. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'une bonne fraise fraîche, bien juteuse, quand tu mords dedans, avec en plus le moelleux de la pâte à mochi et le côté suave et très fin de la crème de haricot, tous ensemble, c'est vraiment super sympa. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très bon. Et est-ce que tu disais à déguster avec un thé glacé, est-ce que tu as il y a des alliances un petit peu qui vont vraiment bien avec les mochis? Est-ce que toi tu proposes, je sais pas, tu as des recommandations? Par exemple, le mochi haricot rouge, est-ce qu'il y a un thé, à déguster avec? Alors oui, le haricot rouge, j'aime beaucoup. Alors traditionnellement, on le déguste avec un thé matcha, donc c'est-à-dire le matcha en poudre qu'on mélange avec de l'eau à 70 degrés en le fouettant avec un chasen, donc il y a un Ouais. fouet en bambou, qui a pour propriété de faire mousser particulièrement le matcha. Et du coup, il y a le côté assez... en fait, c'est de la même force qu'un expresso, un matcha Ouais. préparé de cette manière-là. Donc il y a le côté puissant du matcha et la douceur du haricot rouge. Donc ce contraste-là qui est super chouette. Après, j'aime beaucoup aussi le déguster avec un gain matcha. Donc c'est un thé vert au riz grillé. C'est un thé qui est extrêmement populaire au Japon et avec raison parce qu'il est à la fois il y a le côté thé vert où on boit et on sent qu'on se fait du bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le thé vert, un bon thé vert, ça donne vraiment cette sensation-là Ouais. de communion avec la nature, quoi. C'est vraiment pour ça j'aime beaucoup beaucoup ici le sencha. Mais en plus, donc avec le gain matcha, il y a le côté note grillé avec le riz grillé qui est ajouté. Et du coup, il est aussi assez réconfortant. Donc c'est un thé voilà, qui est un duo très réconfortant entre le mochi haricot rouge et ce thé-là. OK. Et du coup, plutôt l'été, donc plutôt des enfin, non, on peut boire du thé chaud, mais plutôt des thés glacés, pour aller avec la fraise, quoi. Alors, ça dépend de Ouais. la saison. Pour le mochi à la fraise, j'irais plutôt sur notre sakura vert, qui est donc un thé vert parfumé à la rose, à la fleur de cerisier et à l'amande. Et en thé glacé, il est super chouette. En fait, on le fait infusion à froid qui Mmh. permet d'avoir des notes encore plus vives que infusion à chaud. La couleur est d'un vert très très beau, très vibrant. Et donc, celui-ci, il peut être vraiment chouette à déguster en cette saison avec le mochi à la fraise. Bah, écoute, merci pour ces petites, recommandations, et d'alliance, thé Compris. mochi. C'est quoi ton péché mignon?
à l'époque, c'était un petit carré de chocolat. À l'époque, c'est-à-dire avant l'aventure mochi, c'était un carré de chocolat avec mon café ou mon thé. Mais aujourd'hui, je bois quasiment plus de café. Et j'avoue qu'un petit mochi, donc haricot rouge le matin, ou avec aussi le mochi chocolat, donc praliné, qui a été créé par Laurent et Kyoko Duchesne. Lui, c'est vraiment. J'aime beaucoup les rochers. Et du coup, c'est un rocher à l'intérieur d'un mochi. Ok. Mais un beau rocher, quoi, pas trop sucré, avec ce croustillant au sarrasin, donc ce petit raffinement supplémentaire. Celui-là, c'est un vrai péché mignon. D'ailleurs, comme tu disais, que tu vois, ça peut le manger en petites bouchées, un peu comme le carré de chocolat. Est-ce que, alors Ouais. peut-être que tu l'as déjà fait, mais faire des mini mochi qui se mangent, tu vois, justement, un peu comme un bonbon, quoi. Ou est-ce que ça va pas parce que c'est trop petit et du coup, il n'y a pas assez les superficies de pâte à l'intérieur, de Alors concluants? exactement. L'équilibre, on l'a pas trop. C'est très difficile du coup de garder cet équilibre en version mini, parce que ça demande encore plus de travail pour un résultat qu'il faudrait vendre moins cher. Ouais, Donc d'un point de vue purement commercial, ça n'a pas beaucoup de sens. Après, il y a quelque chose que je propose dans mon livre et sur lequel je travaille actuellement. C'est ce que j'appelle des chocomochi. Donc c'est de la pâte à mochi qu'on enrobe de chocolat. Ça fait un effet un peu ourson guimauve. ok. Et c'est super bon. Et c'est vrai que ça se prête à cette type ce mode de consommation un peu plus bouché, quoi. C'est super sympa. Et c'est assez facile à faire à la maison. C'est une des recettes que je conseille même pour faire avec les enfants. C'est rigolo, quoi. Ouais. On les trempe en plus dans la pâte de chocolat. Et les formes, c'est difficile de faire une vraie forme à la pâte au mochi, donc on peut pas faire des oursons typiquement. Mais voilà, si on aime la symétrie comme le veut l'esthétique japonaise, c'est super sympa. Et après, on se couvre ça de tout ce qu'on veut, quoi. Donc moi, j'aime bien faire ça un peu du style mendiant avec des Ouais. fruits confits, des amandes, des noix, plein de graines différentes. C'est trop sympa, des fleurs séchées, tout ce qu'on veut. Ça donne envie. Et est-ce que dans Ça, c'est tes super. 2 livres, est-ce qu'il y en a un que tu conseilles, pour commencer? Est-ce qu'il y en a un qui est un peu une genre de suite et du coup, quand on a déjà un peu plus expérimenté, par lequel, commencer? Alors, c'est vrai que en gros, le mochi, c'est la suite de Mochi Mochi. Mmh. J'y propose pas les mêmes recettes, mais d'autres. Les 2 sont adaptés, pour, les débutants. C'est peut-être plus à l'affinité, je dirais. OK. Ceux qui sont, vraiment la maison du mochi, c'est peut-être le dernier parce il y a certaines recettes de la maison du mochi qui sont dedans. Le premier, il y a un côté peut-être plus maison, un peu moins technique, Mmh. parce que voilà, moi-même, j'étais pas aussi avancée que pour le second. Donc, mais les deux sont tout à fait adaptés pour commencer. Très bien. Merci beaucoup. Et enfin, est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière, avec qui tu aimerais faire ta prochaine collaboration? Alors, j'ai prévu une prochaine collaboration et j'ai hâte d'aller la travailler avec elle. C'est avec Claire Chapoutot du blog Cléa. Donc je sais pas si tu vois qui c'est. C'est une auteure de livres, de plein de livres de recettes autour de l'alimentation saine, et c'est des pâtisseries quand elle en fait pas trop sucrées. Et en fait, elle a toujours un blog qui s'appelle Cléa Cuisine. Et c'est un blog que j'ai dévoré quand j'étais au Japon. Donc pour moi, en fait, elle a vécu elle-même au Japon. Et pour moi, c'était vraiment une bible. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve hyper inspirante. Et en même temps, voilà, elle est pas dans le business enfin, elle est tout ce que j'adore dans la cuisine, la générosité, la simplicité aussi. Donc on va travailler sur le mochi de septembre, et je vais travailler avec elle en juin. J'ai super hâte. Et je la salue si elle nous entend. Bah, écoute, c'est hâte de voir cette collaboration. Maintenant, j'ai Moi aussi. 5 dernières questions. Tu plutôt mochi D'accord. rose ou mochi matcha? C'est hyper difficile de choisir entre deux enfants. Alors, je dirais peut-être matcha. Matcha, peut-être, ouais, pour le côté. Enfin voilà, déjà le symbole du Japon, cette saveur qui est incroyable, qui est hyper difficile
à doser, quoi, entre amertume et puis pas de goût. Enfin, c'est vraiment une saveur qui est super intéressante, très exigeante, acétique, quoi. Et d'ailleurs, je suis très surprise qu'elle ait autant de succès Ouais. parce qu'elle est difficile, quoi. Enfin, c'est pas une saveur douce, elle a du pouvoir. Ouais, puis je trouve que c'est un petit peu, tu vois, soit t'aimes, enfin, pas soit tu Mais détestes, mais carrément. je trouve que c'est quand même un peu clivant comme saveur, le matcha, et tout le monde aime pas, quoi. Ah ben, je suis complètement d'accord. Mais c'est super chouette que ce soit autant apprécié. Nous, c'est des mochis qui marche le mieux, hein, le mochi au matcha. Donc c'est super. Hein, c'est aussi, je crois, le côté aliment santé Ouais. qui fait que ce soit aussi apprécié et à raison, quoi, parce que c'est vrai que c'est bourré d'antioxydants, c'est intéressant. Oui, puis dans le mochi, C'est peut-être. c'est bon aussi parce que finalement, c'est très adouci par la pâte, enfin, par rapport à un thé Oui, matcha brut, comme tu le disais tout à l'heure, un peu en mode expresso, qui est assez fort. Là, pour le coup, c'est quand même oui, assez adouci et oui, du coup, c'est plus oui, facile. oui, c'est plus facile, mais bon, ça reste. En fait, nous, il est quand même très foncé. Hein, on met beaucoup de matcha dedans, donc c'est quand même, ça a du tempérament et puis c'est fait pour, quoi. Si on aime le Ouais, matcha, ça veut dire qu'on aime cette force-là, oui. cette force végétale. Plutôt mochi sésame noir ou yuzu? Yuzu. Affronti yuzu. Alors l'acidité dans le mochi, c'est super intéressant. Et puis j'ai toujours été tarte au citron, tarte à la rhubarbe justement, donc team acidulé. Plutôt saveur d'été ou saveur d'automne? Automne, à fond. Alors évidemment, travailler avec tout ce qui est courge, c'est tellement rigolo Ouais. parce que c'est très rond et puis il y a un côté réconfortant et un peu écureuil, quoi. On fait nos réserves d'hiver, on a toutes nos courges. J'adore. Donc complètement automne, aussi tous les fruits à coque. Et puis la nature est tellement magnifique. C'est automne à fond. C'est vrai. Plutôt thé vert ou thé matcha? Et bien du coup, thé vert et plus particulièrement thé sencha, qui est, voilà, moi à chaque fois que j'en bois tous les matins quasiment et je trouve ça délicieux parce que c'est une saveur qui est assez pure et pour autant, voilà, quand c'est un bon thé, il y a un côté umami assez fort, donc qui vous enveloppe les papilles sur le côté, voilà, ça active des papilles qui sont celles, voilà, du réconfort et c'est ça qui est assez paradoxal avec ce thé. Et puis voilà, quand on en boit, en plus, on a cette sensation que j'ai du mal à décrire. C'est vraiment, j'ai l'impression à chaque fois, ça me fait beaucoup de bien. Et enfin, plutôt mochi pomme d'amour ou praliné jasmin, qui est donc celui que tu as, enfin le mochi du mois. Ouh, alors ça, c'est difficile. Bah, je dirais praliné jasmin parce que là, c'est vrai que c'est la nouveauté. Puis c'est super intéressant ce que nous a proposé Jade avec ce thé parfumé au jasmin. En fait, c'est pas jasmin tout court. Le jasmin, c'est comme le lilas, c'est très difficile à travailler. La fleur fraîche pour prendre cette saveur, c'est très dur. Et en fait, là, c'est un thé qui a été imprégné aux fleurs de jasmin pendant plusieurs jours. On a cueilli des fleurs de jasmin fraîches qu'on a mélangées au thé. On les a retirées le lendemain et remis d'autres. Et comme ça, le thé s'est imprégné de la saveur de fleurs de jasmin sèches. Et c'est celui-ci qu'on utilise dans le mochi. Donc, il y a en plus ce côté thé vert super intéressant associé au jasmin. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur et c'est vraiment d'un point de vue culinaire, en dehors de la gourmandise, c'est super intéressant, quoi. Et en plus, c'est super gourmand avec le praliné et le chocolat. Donc, ouais, praliné jasmin. Il a l'air délicieux. Bah Mm. écoute, merci beaucoup Mathilda. Il y a Avec grand plaisir, Léa. une dernière question. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier à nous lancer, enfin à moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc que ce soit une recette à faire, un ingrédient à tester, enfin ce que tu veux. Voilà, je te laisse nous lancer un petit défi. Mais je veux bien vous mettre au défi, tous ceux qui le souhaitent, de faire une version de chocomochi. Justement, c'est relativement simple à faire et pour autant, on peut faire des variations dingues en mettant un goût potentiellement
dans le mochi, et aussi choisissant le chocolat que l'on veut, avec le saupoudrage que l'on veut, et peut-être en faisant justement une référence à une pâtisserie classique, mettons chocomochi façon tiramisu, comme on vient d'en parler, on voit assez ce que ça peut donner, ça peut être sympa, ou façon After Eight, ça peut être rigolo, façon sneakers, enfin il y a plein de trucs à faire, quoi. C'est rigolo. Merci beaucoup pour ce défi et puis merci beaucoup pour Avec ton plaisir. temps. C'était vraiment passionnant et moi c'est quelque chose que j'adore, le mochi, donc j'étais ravie d'en parler avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ? On parle donc là de pâtisserie, de douceur. Moi, ce que j'aimerais te dire, et c'est ce qui m'a beaucoup attirée, j'étais historienne de l'art à la base, et donc je suis attirée par le beau, et par ailleurs j'étais très gourmande. Et en fait, la raison pour laquelle je suis devenue styliste culinaire et je me suis orientée vers l'alimentation et la cuisine, c'est le côté généreux et simple et super basique. Du coup, si ça peut être un conseil, c'est de vivre dans cet état d'esprit, quoi, de convivialité, de simplicité. Je trouve que en tout cas au quotidien, c'est ce qui m'apporte le plus quand je suis dans cette logique-là. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai voulu en faire mon métier, créer une entreprise autour de ça, de ces valeurs-là, qui sont tellement chouettes et voilà, qu'il faudrait qu'on incorpore tellement plus à nos quotidiens, quoi. C'est vrai. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite tous à aller goûter des mochis à la Maison du Mochi, surtout que même si vous n'êtes pas à Paris, on peut commander en ligne si je ne me trompe pas. Exactement. Partout en France, sauf en Corse, malheureusement, où les délais sont un peu longs. Et comme nous, on fait des pâtisseries fraîches, on a arrêté parce que ça prenait parfois une semaine et c'était trop tard. Oui, puisque c'est 2 jours maximum. C'est vrai que c'est dommage. Alors, l'expédition en ligne, c'est un peu plus longtemps parce qu'on met sous atmosphère. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de sous-vide. Mais bon, en effet, ça ne peut pas attendre 2 semaines. C'est pas possible, ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Léa. J'espère que cet épisode à la découverte des mochis vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Cédric Perret. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!